donc présent, ok. Monsieur Christian Arnoux. Présent. Monsieur Alain Dard donne pouvoir à Monsieur Clotte. Madame Battistini donne pouvoir à Monsieur Hers. Madame Beauménil. Présent. Monsieur Benoudan. Présent. Mademoiselle Bonneton sera peut-être en retard, sinon c'est pouvoir à Madame Madeleine. Madame Cabelis, absente, donne pouvoir à Madame Beauménil. Monsieur Castel. Présent. Monsieur Clotte. Présent. Monsieur Cornet. Présent. Madame Domicy. Présent. Monsieur Dubois. Présent. Monsieur Evano. Présent. Madame Galtier. Présent. Madame Madeleine. Présent. Monsieur Magnardi. Présent. Monsieur Mendy. Présent. Monsieur Piet. Présent. Madame Roth. Présent. Madame Seydi Gian donne pouvoir à Monsieur Benoudan. Madame Seydi Nouran absente. Madame Tillard donne pouvoir à Monsieur Evano. Madame Vachot donne pouvoir à Monsieur Piet. Madame Vallée donne pouvoir à Monsieur Benoudan. Monsieur Verdier, excusez. Monsieur Verger. Présent. Bon, ben, le quorum est atteint. Nous pouvons donc commencer le conseil. Je désigne comme secrétaire de séance M. Evano. Le plus jeune. C'est pas bon. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 6 décembre 2021. Y a-t-il des remarques? Juste une en fait, pas sur le fond ou la forme, mais par contre sur une question de pouvoir. En fait, si je ne m'abuse, Madame Madeleine avait eu 2 pouvoirs, alors je crois qu'il n'en est avec un seul qui est autorisé. Et je ne crois pas que ce soit. Ouais, c'est ce que je dis dans le. C'est moi qui en ai 2. Non, mais même. Non, mais sur le précédent en fait. Aujourd'hui j'en ai 2. Mais depuis le 1er novembre. Je crois que. Non. Et comme le quorum est atteint à 30%, et non pas à la moitié plus une personne. Non, mais sur en fait, sur le PV du précédent conseil. Oui, Madame Madeleine a 2 pouvoirs. Et c'est légal. Ah bon? Depuis le 1er novembre. C'est en crise sanitaire, on a le droit à ça. Ah bon, d'accord. Voilà. Ok. Mais c'est juste une remarque. Hein. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que je vous explique. Hein. Ok. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a toujours pas de changement. C'est encore renseigné cet après-midi, il n'y a pas de changement. Ok. Merci. Donc c'est bon. Hop. Qui est contre? Abstention? Adopté. Information sur les décisions du maire numéro 2020/01 à 2022/04. Information sur les décisions prises par le maire dans le cadre des délégations accordées par délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Numéro 2022/01 du 17 janvier 2022, c'est un contrat annuel d'entretien des espaces verts montant 24 150 à l'ESAD du Petit Parc à Équevilly. Numéro 2022/02 du 7 janvier 2022, c'est un contrat de maintenance du logiciel bibliothèque Bimbibix montant forfaitaire de 835,94 PTC. C'est à Biblix, donc à Moissy-Cramayel. 2022/03 du 03/02/2022, c'est contrat de service espace citoyen Peignol. Le numéro c'est C2111-084, espace famille, c'est Arpège, pour un montant forfaitaire de 2419,36, c'est la société Arpège. 2022/04 du 3 février 2022, c'est un peu le même genre, c'est contrat de service C2111-085, c'est Arpège Logiciel. Concerto, c'est la société Arpège également. C'est toujours pour
pour le milieu scolaire, pour un montant de 3 654,47. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Allez, comme ça tout le monde est content. C'est à toi. Ah non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Je voulais vous faire une petite information avant de démarrer le conseil municipal en entier. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, avant que nous passions aux délibérations, je souhaitais vous entretenir de plusieurs sujets d'actualité qui ne sont pas à l'ordre du jour de notre conseil municipal, mais qui néanmoins impactent ou impacteront la vie de notre collectivité et des écueillois. Il me semble important et utile de partager ces informations avec vous. Débutons d'abord avec de bonnes nouvelles. Suite à la pandémie de Covid et afin de renforcer la sécurité sanitaire des élèves, la municipalité a décidé il y a quelques semaines de cela d'équiper les équipements scolaires et les accueils de loisirs de la commune, maternelle et élémentaire, de capteurs de CO2. Commande a été passée en ce sens en début d'année. Et malgré les difficultés actuelles d'approvisionnement, nous nous réjouissons d'avoir réceptionné les premiers capteurs la semaine dernière. Un avis de la préfecture émis courant février nous a également confortés dans notre décision d'investissement dans ces équipements de sécurité. En effet, l'État a choisi de revaloriser sa contribution pour le financement de capteurs CO2 en milieu scolaire. En clair, la participation de l'État dans l'acquisition de ces capteurs passe de 2 € à 8 € par élève, diminuant ainsi la charge financière de la commune dans cette opération. Ensuite, je tenais à évoquer ici, face à vous, le vote du conseil communautaire qui a eu lieu jeudi dernier. Vous connaissez sans doute déjà l'issue de ce vote qui a acté l'instauration d'un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties fixé à 6%. Vous connaissez sans doute également le contexte financier de la communauté urbaine et les enjeux du vote de jeudi dernier. Si la décision de voter en faveur de ce taux n'a pas été facile à prendre, elle m'est apparue cependant comme la meilleure alternative et je l'assume. Je considère en effet qu'il était de ma responsabilité d'opter pour la moins mauvaise des deux options proposées, car il s'agit bien de cela. Entre un vote à taux zéro qui condamnait de façon sûre la CU à une mise sous tutelle, synonyme de paralysie des services publics communautaires, et de l'application d'autorités d'un taux bien supérieur à 6% par l'État, le vote pour un taux de 6% doit donner les moyens à la CU de développer des projets au bénéfice des habitants. Je me suis résolu, après concertation avec mes collègues de la majorité, à opter pour la décision la plus responsable. Évidemment, d'autres alternatives ont été envisagées concernant le montant du taux à appliquer. Quand certains prenaient une augmentation de 10%, d'autres évoquaient un taux à 2 ou 3%. Aucune de ces propositions n'était recevable, soit qu'elles étaient trop excessives et intenables vis-à-vis des habitants, soit qu'elles ne constituaient qu'un cache-misère insuffisant pour faire face à la situation. De deux mots, il faut choisir le moindre. Voilà l'adage qui a motivé ma décision et je suis convaincu que ce vote était la plus sage décision à prendre pour permettre aux écueillois de bénéficier de services de proximité satisfaisants de la part de la communauté urbaine. J'assume donc pleinement ce choix réalisé et réfléchi pour l'intérêt des habitants. Enfin, et pour conclure, ce mot d'introduction, puisque l'Europe est au menu de notre conseil ce soir, il me semble utile de vous faire part de l'information qui va suivre. Il s'agit de surcroît une parfaite démonstration de l'autorité de l'État sur les collectivités et de ce que nous nous efforçons d'éviter à l'échelle de la CU avec une mise sous tutelle.
Exonérée au cours des 3 dernières années en raison de son intégration au programme de l'ANRU, la ville sera soumise cette année au prélèvement annuel de solidarité dit SRU. Pourquoi? Parce que le taux de logements sociaux constaté sur Équevilly, soit 305, rapporté au nombre total de résidences principales, soit 1684, le taux est de 18,11%. Or, le taux minimal imposé par la loi SRU est de 25%, soit un objectif de 421 logements sociaux pour Équevilly. La ville sera donc prélevée à ce titre d'une pénalité d'un montant de 35 543,56 € pour 2022. Il s'agit là d'une information importante à prendre en compte alors que nous nous apprêtons à examiner de près le budget communal. Merci. Autre chose, il y a un complément. Vous avez reçu une information de délibération sur table, une extension du périmètre régional d'intervention foncière prive de la butte de Marcinval. Nous l'avons reçu dernièrement et c'est M. Evano qui fera l'exposé tout à l'heure. Je vais vous parler maintenant de la protection sociale complémentaire des agents de la commune, l'évolution du contexte juridique. Micro, on n'entend rien. Ah, pardon. Il était allumé, mais on n'entend pas. Il est allumé. Il faut parler plus près. Une importante réforme de la protection sociale complémentaire des agents territoriaux est en cours, suite à la parution de l'ordonnance numéro 2021-75 du 17 février 2021, qui attend néanmoins encore ses décrets d'application. Ce texte vise un alignement progressif des dispositions qui s'appliquent au privé, concernant notamment l'instauration d'une participation obligatoire des employeurs publics au contrat de santé et de prévoyance de leurs agents, qui couvre le financement des soins et la couverture de la perte de rémunération en cas d'arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou un accident. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025 en matière de prévoyance et du 1er janvier 2026 en matière de santé, les collectivités devront obligatoirement, sauf exception, participer financièrement au contrat souscrit par ces agents, qu'ils soient labellisés, c'est-à-dire référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement, ou qu'il s'agisse de contrats adossés à une convention de participation souscrite par la collectivité elle-même ou par le CIG à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Il s'agit d'une véritable opportunité managériale pour valoriser au sein de la collectivité la politique de gestion des ressources humaines, prendre soin des agents, porte une dynamique positive de travail afin de délivrer une bonne qualité de service. Reste à travers les décrets d'application un certain nombre de points à préciser, et parmi eux le montant de référence sur lequel se basera la participation tant de santé, 50% de ce montant, qu'en prévoyance, 20% de ce montant, le public éligible, la fiscalité applicable. L'Assemblée délibérante est tenue d'être informée sur la politique de protection sociale de la collectivité. Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte sur la politique de protection sociale. Cession de l'appartement au 38 bis rue de la République, référence cadastrale AB 435. La commune d'Équevilly est propriétaire d'un appartement situé au 38 bis rue de la République à Équevilly, cadastré AB 435. Le bien est d'une superficie de 57 mètres carrés avec chauffage au gaz. Il se compose d'un couloir desservant une cuisine, 3 pièces dont 2 en enfilade, un WC indépendant. Le bien était un ancien cabinet médical. Actuellement,
le bien ne dispose pas de salle d'eau et des travaux sont à prévoir. Le bien ne bénéficie pas de place de stationnement. La valeur vénale estimée par la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, pôle d'évaluation domaniale, s'élève à 121 000 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10%. La commune d'Équevilly souhaite céder cet appartement vacant situé au sein d'une petite copropriété. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette cession et d'autoriser le maire à signer tout acte et document nécessaires à la réalisation de cette transaction. Il est donc proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la cession de l'appartement de 3 pièces au 38 bis rue de la République, référence cadastrale AB 435. Article 2, d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à cette opération. Des questions? Oui. Cet appartement, est-ce que c'est celui qui est au-dessus de l'ex-fleuriste? C'est ça. Pourquoi en fait ne pas le garder, sachant que je trouve que, alors même s'il a été évalué par les domaines, il n'y a pas de souci, pour un 3 pièces, je trouve que 121 000, c'est pas énorme. Je ne remets pas en cause évidemment l'évaluation des domaines, c'est pas le souci. Mais par rapport à des appartements, on va dire équivalents sur les pays, on va dire que c'est plutôt, voilà, tout le monde pourra le dire, c'est assez quand même avantageux. Et pourquoi du coup ne pas le laisser en fait en propriété au sein de la commune? Ça fait des loyers récurrents, ce qui est quand même pas négligeable. Et deuxième question, du coup, qui va-t-il être cédé? Et si c'est le cas, est-ce qu'il va être cédé à l'usufruitier actuel, c'est-à-dire au locataire actuel du local commercial? Attendez, il n'y a pas d'usufruitier puisque l'appartement est libre de toute occupation. Et ce qui sera intéressant, M. Piette, c'est que vous alliez visiter quand même l'appartement pour dire que la somme vous paraît faible. Parce que c'est un appartement où il n'y a pas de chauffage, donc il faut acheter une chaudière. Il y a eu des travaux dedans, non? Non, aucun travaux. Oh. Il n'y a pas de chauffage. Ah oui, c'est ça. C'est l'appartement qui était occupé par le SDF où on a eu plein de problèmes. D'accord, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je veux dire que c'est l'appartement qui est au-dessus de l'ancien fleuriste. Non, Ouais, c'est ça. Non, c'est sur D'accord, ok, c'est pour ça que je posais en préalable cette question, d'accord. Je reprends, il n'y a pas de chauffage, donc il faut acheter une chaudière. Il n'y a pas de salle de bain. C'est bon, ok. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au minimum, je pense qu'il y a 70 000 à 80 000 de travaux. Donc 120 000 plus 80 000, on est à 200 000 pour un appartement de 57 mètres carrés. Je vois tout à fait. Oui, je vois tout à fait. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était... Pour revenir à peut-être, je me suis mal exprimé, c'est Ouais, que la location elle est totale pour supprimer sa maison d'appartement au-dessus, ça fait partie d'un tout. Et c'est pour ça que je posais la question, Ouais, parce que d'accord. c'était une question préalable. Si c'était effectivement cet appartement-là, en fait, je me dis pourquoi en fait le céder. Et la question aurait été légitime. Voilà. Voilà. C'est Ok, bien. merci, pas de souci. Ok, pas de problème. Ok. Bon, on va procéder au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Abstention? Adopté. Sujet suivant, c'est la composition de la commission des affaires sociales. Par délibération du 6 juin 2020, le conseil municipal a décidé de créer des commissions thématiques afin d'enrichir la commission des affaires sociales qui est composée de 7 conseillers municipaux. Il est proposé au conseil municipal d'ajouter un membre à cette commission et de désigner par vote ce nouveau membre. Qui se propose? Madame Roth. Qui est contre? Abstention? Adopté. Fait partie de la commission. Autorisation devant l'Assemblée délibérante de l'intervention du conseiller des décideurs locaux pour présenter la synthèse des comptes de la commune. Dans le cadre du comité de fiabilité des comptes publics locaux, des dispositifs alternatifs à la certification des comptes ont été envisagés dans l'hypothèse où toutes les collectivités locales ne seraient pas concernées par la certification légale des comptes à l'issue de l'expérimentation en cours. La synthèse des comptes par le comptable public présentée notamment par le conseiller aux décideurs locaux
est l'un des dispositifs alternatifs retenus et requiert une nécessaire coordination entre le comptable public et le conseiller aux décideurs locaux lors de l'élaboration de la synthèse. La présentation de la synthèse des comptes par le comptable ou par le conseiller aux décideurs locaux s'effectue devant l'Assemblée délibérante au moment de l'approbation du compte administratif et du compte de gestion. La présentation de la synthèse des comptes est orale et s'appuie sur un support écrit ou visuel. La présentation concerne exclusivement la qualité comptable des comptes de l'exercice clos et est limitée aux principales thématiques contribuant à la qualité comptable. Elle comporte une appréciation synthétique du niveau de la qualité atteint et des progrès restants à réaliser. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la présentation de la synthèse des comptes par le comptable ou par le conseiller aux décideurs locaux devant l'Assemblée délibérante au moment de l'approbation du compte administratif et du compte de gestion. Qui est contre? Juste une question, pardon, avant de procéder au vote. C'est bien à titre gratuit ce service, si j'ai bien compris, c'est ça, non? Oui. Ouais, c'est très bien. Qui est contre? Abstention? Approuvé. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. La Direction générale des finances publiques demande l'admission en non-valeur des créances n'ayant pu faire l'objet de recouvrement après la mise en œuvre de toutes les lois d'exécution. Donc il y a 2 créances pour la somme totale de 121,21 €. Des questions? Les 2 créances de 2009. Qui est contre? Abstention? Approuvé. Constitution d'une provision pour créances douteuses par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités. Le Code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations en provision pour créances douteuses. Il est d'ailleurs précisé qu'une provision doit être constituée par délibération de l'Assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur les comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public à hauteur du risque d'irrécupérabilité estimé à partir d'informations communiquées par le comptable. D'un point de vue pratique, le comptable et l'ordonnateur ont échangé leurs informations sur les chances de recouvrement des créances. L'inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotation en provision ne vous sont donc proposées qu'après concertation et accord. Dès lors qu'il existe pour certaines créances des indices de difficulté de recouvrement, compte tenu notamment de la situation financière du débiteur ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors être prudent de constater une provision, car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité de la commune peut s'avérer supérieure à celle effectivement recouvrée et générer une charge latente. Le mécanisme comptable de provision permet d'appréhender cette incertitude, fonction de la nature et de l'intensité du risque. La comptabilisation des dotations en provision des créances douteuses ou dépréciations repose sur des écritures en dépenses du chapitre 68, article 68-17, dotation en provision, dépréciation des actifs circulants. Le montant de la provision des créances est de 1887,77 €. Autorise Monsieur le maire à provisionner le montant de 1887,77 sur le compte 68-17 sur l'exercice 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Débat d'orientation budgétaire. Rapport d'orientation budgétaire. L'article 107 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à la présentation et l'élaboration
budgets locaux. Dans les communes de plus de 3500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion des dettes, doit être produit et débattu au cours d'une séance du conseil municipal dans les 2 mois précédant l'examen et le vote du budget primitif. Le débat d'orientation budgétaire vise donc à permettre à l'Assemblée délibérante d'être informée de l'évolution de la situation financière de la collectivité, de débattre des orientations budgétaires et des engagements en matière d'investissement qui préfigureront les priorités du prochain budget. Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Le budget primitif 2022 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population écolivoise, tout en intégrant le contexte économique national, des orientations définies par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, ainsi que la situation financière locale. Le contexte économique, situation internationale et nationale. Un niveau de PIB de 2019 retrouvé dès la fin de l'année 2021 dans les économies avancées. Les perspectives de croissance seront dopées par un fort rebond en Europe, la probabilité d'un surcroît de soutien budgétaire aux États-Unis l'année prochaine et la diminution de l'épargne des ménages. Le PIB mondial est aujourd'hui supérieur à son niveau d'avant la pandémie. L'inflation reste modérée en Europe. Actuellement, l'augmentation des prix en matière première et des coûts du transport maritime au niveau mondial ajoute environ 1,5 point de pourcentage à la hausse annuelle des prix à la consommation. Pour la France, le contrôle de la situation épidémique permis par le pass sanitaire et l'accélération de la campagne vaccinale devrait en effet permettre à la croissance de s'établir à plus 6% sur l'ensemble de l'année 2021. Dans le cadre du plan de relance, cette stratégie est amplifiée avec la mise en œuvre dès 2021 de la baisse des impôts de production, fiscalité des entreprises. Cette mesure s'ajoutera à la poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales et à celle de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. L'investissement continuerait d'être dynamique en 2022, toujours soutenu par le plan de relance et un environnement de taux favorable. Près de la moitié du plan France Relance a déjà été engagé, avec un objectif de 70 milliards d'ici fin 2021. Le projet de loi de finances 2022 s'inscrit donc dans un contexte de croissance soutenue pour la France. Donc maintenant, voilà, la présentation de la note de synthèse de l'exercice 2021, ça a été fait par le cabinet Simco. Je vais vous commenter. On va commencer par le fonctionnement. Comme vous voulez. On va commencer par un petit camembert sur les structures des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, vous voyez. Excusez-moi. Excusez-moi. Le problème, c'est que je voulais le tableau et Excusez-moi. Est-ce que M. le maire pourrait élargir un peu que non. qu'on puisse lire parce que On a essayé cet après-midi. C'était encore plus petit et on a mis. C'est bien quand vous parlez comme ça. Bougez bien. Mais même là, le problème, c'est que si je parle, j'ai du mal à voir le tableau. Non. Il faudrait que je prenne un micro. Là, comme ça va aller. Là. Donc, je reprends. Note de synthèse, exercice 2021, fonctionnement, structure des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, vous voyez tout de suite,
en bleu ciel, charges de personnel, qui représentent 53% des charges de fonctionnement. On est dans la moyenne des communes de notre importance, certaines montent jusqu'à 60%. Donc charge à caractère général 27%, autres charges de gestion 16%, et les autres c'est charges financières 2%. Après, tu peux passer le... Donc charge de gestion pour 2021, 1 825 000, charge de personnel 2 239 000, atténuation de produits 38 000, charges financières, donc charges financières de nos emprunts 97 000 et charges exceptionnelles 22 000, ce qui nous fait des charges de 4 222 000. On va passer aux recettes. Alors la structure des recettes, comme je dirais habituellement, vous avez le ciel des impôts et taxes, 70%, les dotations, 16%, produits des services, 10%, les produits exceptionnels, bon, c'est 1,49, produits financiers, 0,40. Donc vous voyez bien, notre recette principale, c'est les impôts. Excusez-moi, pouvoir mettre. Oui, voilà, il y a un truc que je n'ai pas pigé. Non, celui d'avant. Des impôts, donc l'année 2021, impôts et taxes 3 315 000, dotation 780 000, domaines et services 335 000, autres recettes 378 000, produits exceptionnels 73 000, qui nous fait des recettes de 4 881 000. Donc une variation de 9,15% par rapport à 2020. Sur 2021, les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité ont augmenté de 9,15%. Cela s'explique notamment l'augmentation des atténuations de charges, 144 000, et l'augmentation des produits, des services et du domaine, 69 000. Donc nous avons notre fameux effet de ciseau de l'épargne brute de la commune. Donc en 2021, nous avons une épargne brute de 606 000. L'épargne brute est égale aux recettes, moins bien sûr les dépenses, 606 000. Et pour trouver l'épargne nette, on déduit l'amortissement de notre dette qui est de 139 000. Donc notre épargne nette est de 467 000. Donc il y a eu une amélioration par rapport à 2020 et les années précédentes, puisqu'on a augmenté nos recettes. Malgré que les dépenses de fonctionnement ont augmenté, les recettes ont augmenté aussi. Donc on a remis une épargne brute relativement intéressante. L'évolution, donc on a l'évolution de l'épargne brute. Donc vous voyez, il y a une évolution et vous avez un trait rouge et un trait, je dirais, ocre. C'est des seuils d'alerte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, le rouge c'est seuil limite à 7% et le ocre à 10%. Donc il faut être au-dessus de cette limite pour avoir un dossier qui se présente bien. Donc on a une épargne brute qui a bien évolué et qui est bonne. Pardon, excusez-moi. Oui. Je peux vous interrompre, enfin, je pense qu'on peut, là, on n'est pas obligé d'attendre forcément la fin Non, pour non, intervenir. Juste en fait, si vous pouvez revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît. Donc effectivement, vous disiez que les charges augmentaient, mais que les recettes augmentaient, donc finalement, l'écart était à peu près identique. Si je peux juste faire un complément quand même, et vous me direz hein, si vous êtes d'accord avec ça, les charges effectivement de fonctionnement augmentent de 10%, je crois de mémoire, on a fait quelques. Non, les recettes de fonctionnement augmentent de 9,15 et les charges ont augmenté de 5. Oui, c'est ça. Effectivement, les recettes augmentent plus vite que les charges. Voilà. Oui. Ça complète un peu ce que vous disiez. Par contre, j'ai aussi noté quand même que dans les recettes, en fait, il y a des éléments qui diffèrent par rapport aux années précédentes. Et notamment des choses qui sont, alors pas forcément classées par Simco dans des éléments exceptionnels, notamment des cessions de biens. Je pense notamment par exemple à la fourmilière,
la parcelle à une fibre pour 70 000. Non, non, non. La fourmilière, c'est pas encore. Ça va être vendu début mars. C'était sur l'exercice 2021, ça a été Oui. voté. Et puis, monsieur Arnaud, vous avez déjà répondu. Hein, Mais Mais normalement, la charge est constatée sur l'exercice Oui, 2021, tout à à partir fait. du moment où Oui, on tout est à d'accord. Donc c'est bien pris en compte sur 2021. donc là, on aura l'autre appartement. 2022. Oui, 2022 sur l'appartement dont on parlait tout à l'heure. Oui, Oui, mais je parle pas de ça. Je parlais en fait, alors, il y a dans l'ordre 70 000 € de cession de la parcelle à une fibre, dans les recettes ici, hein, dans le pavé vert qu'on voit, dans ce que j'estime comme étant non récurrent. On a donc la fourmilière pour 145 000 €. De mémoire, ça a été voté en mars 2021, donc c'est bien une recette, un produit Oui, sur oui, l'exercice. oui. On l'avait prévu. Alors 280 000 € d'impayé cantine en recette. Non, non, c'est pas 280. Je dirais, heureusement que c'est pas 280 000 € d'impayés de cantine. Hein. Déjà, on a eu quand même la grosse surprise. Vous faites bien de mettre. Je voulais pas en parler. Vous voyez, je vous en ai parlé. On a eu quand même une terrible surprise quand on est arrivé en 2020 pour les impayés de cantine. Les impayés de cantine, on avait 80 000 € d'impayés de cantine. Donc il y avait des gens qui ne payaient pas la cantine avec le billet qui n'était pas relancé. Donc là, on fait un énorme travail sur les impayés de cantine pour remettre tout ça à jour, parce que 2017, 2018, 2019, c'était pas triste. Mais la question, c'est que, comme tout produit ou toute charge, normalement, c'est constaté sur les exercices en question, même s'ils ne sont pas encaissés, ces produits-là. Oui, Donc, en fait, c'est pour ça que 280 000 € maintenant, pourquoi ils n'ont pas été constatés à l'époque? Est-ce que je veux dire? Parce qu'en fait, normalement, sur un exercice, sur les principes comptables, on enregistre le produit ou la charge. S'ils ne sont pas recouvrés, bon, bah, comme on le voit là, parfois on déclare en créancier recouvrable. Mais je veux dire, la charge du produit est toujours constatée sur l'exercice. Donc ce que je veux dire par là, pour faire plus simple, c'est 280 000 €, ils portent sur quelles années? Et si c'est le cas, si c'est sur plusieurs années, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été enregistrés sur les années concernées? Vous voyez? Parce que ça fait du coup un gros produit exceptionnel, vous voyez ce que je veux dire? Le déficit de régie n'était pas inscrit d'accord des années. tout à fait. C'était pas inscrit. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on n'a pas vu qu'il y avait un déficit, puisqu'il n'était pas inscrit, on était comme si on l'avait perçu. Donc en fait, d'accord. Et en fait, parce que si vous voulez, en fait, normalement, une facture est émise, on enregistre le produit, peu importe qu'il soit recouvré ou pas. Donc normalement, il est inscrit sur l'exercice. C'est pour ça que c'est une question de curiosité. J'ai du mal à comprendre. Ouais. Oui, vas-y. Bonjour Monsieur Piet. Bonjour. Quand on a une régie, donc le régisseur en fait a un compte bien spécifique. On appelle ça un compte DFT. Voilà. Donc à partir du moment où les personnes en fait payent au régisseur. Ouais. On est d'accord. Le régisseur doit, à partir du moment où il constate un non-paiement, que ce soit un rejet de prélèvement ou un non-paiement de facture, il doit donc faire le nécessaire via le service financier pour que la créance en fait soit recouvrée. Si ce n'est pas fait, la collectivité, c'est-à-dire le compte de la mairie au trésor public, ne sera jamais approvisionné. D'accord? Cet argent-là, en fait, ne sera jamais sur le compte du trésor de la commune. Voilà. Ça, c'est un flux de trésorerie, ouais. Pardon? C'est un flux de trésorerie. C'est un flux de trésorerie, en fait, quand on a une régie. Donc, le régisseur encaisse, en fait, les sommes sur son compte DFT. S'il ne relance pas, la collectivité ne récupérera jamais son argent. De ce que j'ai compris, c'est ce qui s'est passé. Parallèlement, si le régisseur ne verse pas, ne procède pas au reversement du compte de DFT vers le compte de la commune ne verra pas non plus. Donc, Il y a un système, en fait. Si je comprends bien, en fait, le produit est enregistré au moment où le régisseur le reverse en fait au compte de Tout la à fait, commune, c'est ça? tout à fait. Et Et ça le fait produit n'est l'objet. pas enregistré à l'émission de la facture. Pas du tout. Là, Pas merci. du tout. C'est Et ça l'extraction fait que l'objet je- par la suite ce qu'on appelle le P503. C'est-à-dire que le trésor public voit que le régisseur a versé ses sommes et la collectivité, le service financier de la collectivité régularise via un P503.
Voilà pourquoi on ne pouvait pas les avoir. Ok. Alors du coup, merci. On a retrouvé un gros déficit, on est arrivé en mairie. Ouais. De la régie, important, quand même 80 000 euros. Bah, oui, et honnêtement, effectivement, je ne peux que souscrire à cette réflexion. C'est clair et net, hein, c'est énorme. Et, alors je reviens donc du coup au sujet. Effectivement, si les charges et les recettes augmentent, et notamment les recettes augmentent plus que les charges, on constate toutefois dans ces recettes des éléments non récurrents. Donc il y a des parcelles, des cessions de parcelles, comme je disais, cessions de parcelles et d'une fibre, cession de 145 000 de la fourmilière, donc les 279 KE de recouvrement, du coup, d'encaissement de produits impayés cantine. Donc voilà, et alors, ces revenus-là qui ne sont pas habituels, c'est pas de la vocation d'une commune d'aller vendre des biens, des terrains, etc. Ces éléments-là que je qualifie d'exceptionnels prennent une part quand même assez importante dans les recettes. Ces éléments-là n'auraient pas eu lieu. Si on retraitait ça, en fait, on aurait eu plus 660 ou 659 d'épargne brute, mais à peu près 164 000 pour une annuité de 139 000. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le résultat est très bon, 660 000 d'épargne brute, ça on ne peut pas le nier, c'est factuel. Par contre, je tiens quand même à souligner que dans les recettes, il y a quand même tous ces éléments exceptionnels. S'ils n'avaient pas été enregistrés en tant que produit, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Voilà. Si, donc l'année prochaine, on pense qu'on va en avoir, puisqu'on va vendre l'appartement, et prenons quelques années en arrière, quand il y a eu la vente des terrains de football pour 1,7 million, le mandat précédent a vécu sur cette somme-là aussi. S'il n'y avait pas eu la vente du terrain d'1,7 million, les résultats n'auraient pas été bons non plus. Il y a toujours des... Oui et non, parce que effectivement, je peux expliquer quand même. Oui et non, donc je ne dis pas non, je dis oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas nier, c'est 1 million, c'est pas une paye, mais sur un budget de 5 millions annuel sur tout un mandat, bon, c'est quand même à pondérer. Donc, voilà, oui et non pour le fait que ce n'était pas uniquement dû à ça, c'était aussi dû à cet équilibre recette-charge qui était maîtrisé. Voilà. Donc c'est pour ça, oui et non. Non, mais bon, c'est... Donc, là, tu... Oui, je ne sais plus où on est. Mais c'est une discussion, hein. Enfin, moi je sais qu'on puisse discuter, hein, parce que si personne ne dit rien, c'est terrible. Donc la structure de la section d'investissement, les dépenses réelles d'investissement pour 2021, 1 721 000, l'amortissement du capital de la dette, 139 000, les recettes, les subventions d'investissement, 515 000, la FCTVA, 202 000, les opérations d'ordre, 430 000, et l'excédent reporté N-1, 932 000. Voilà. On va, vas-y. Sur 2021, la collectivité a légèrement diminué ses dépenses réelles d'investissement. Les recettes réelles d'investissement ont diminué. De plus, la commune n'a pas recouru à l'emprunt en 2021. L'évolution de la cour de la dette, donc bien sûr, comme on n'emprunte pas, la dette diminue. Donc on est environ à 2 900 000 d'encours de dette. Pardon, juste Oui. pour revenir avant sur la section d'investissement. Alors c'est moins fort que l'an dernier, j'ai plus les chiffres, ils sont ici. C'est moins fort que l'an dernier, mais on se retrouve un peu dans la même situation que l'an dernier. Ça avait donné lieu d'ailleurs à des échanges. En fait, si on enlève ce fameux excédent N-1 de 932 000, la section d'investissement est déficitaire, et fortement. L'épargne brute ne suffit pas à financer la section d'investissement. C'est un fait aussi. Hein, voilà. Et donc c'est pour ça que les deux... mais si, hein, c'est vrai, hein, c'est complètement factuel. Et en fait, je vais le dire vulgairement, mais on tape dans les ressources antérieures accumulées au bilan de la commune, voilà, pour financer ces investissements. Ce fameux excédent reporté de 933 000. C'est logique, hein. C'est le système des collectivités. Non, mais que ce soit logique, c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice, c'est aussi un fait comptable que de dire ça, c'est que l'exercice comptable 2021 n'a pas suffi à financer la section d'investissement. C'est indiscutable, ça.
Pas tout le temps. Pas tout le temps. On a eu la même discussion l'année dernière. Oui, c'est ça, oui. Et c'est pour ça que, d'autant plus, s'il n'y avait pas eu ces recettes exceptionnelles, type cession, etc., ça aurait donné une épargne, un résultat d'épargne pour attaquer la section d'investissement qui aurait été un petit peu plus compliqué. Donc ça aurait encore plus rogné sur l'excédent reporté dont disposait l'exercice 2021. Voilà. Mais si, c'est-à-dire je dis toujours si, mais donc on a prévu, donc on a quand même sur le papier le compte et le résultat est correct. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi je dis si? Parce que c'est pas de la mission d'une commune de vendre des biens. Donc c'est pour ça, s'il n'y avait pas eu la vente de ces biens, À un moment donné, quand on a trop de biens immobiliers qui sont séparés, parce que ça coûte cher. Cet appartement qu'on vend au 38-10, ah, mais je suis à d'accord. quoi il sert à la commune? Expliquez-moi, à part nous coûter de l'argent. Non, mais Donnez-moi une réponse. À quoi sert-il? J'ai voté pour. C'est pas une réponse. À quoi sert-il? Vous nous dites, on n'est pas là pour vendre des biens. Oui, Je vous pose la question, à quoi sert l'appartement au 38-10 au niveau de la commune? À quoi sert-il? Je pourrais rajouter, la commune n'est pas là non plus pour se constituer un patrimoine immobilier. mais ça c'est Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de patrimoine qui malheureusement nous rapporte rien et nous coûte. En fait, Et c'est compliqué. En fait, pour essayer de recadrer, parce que l'idée n'est pas de dire, mais est-ce que sur ce bien-là, donc dites oui, si vous dites pas oui, c'est pas l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que le 3810, on est d'accord, on a voté pour, c'est pas un souci. Effectivement, il ne sert à rien, il coûte, il y a trop de travaux à faire, etc. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que sur toutes les recettes qu'il y a eu, okay, il y en a quand même une bonne part de cette augmentation de recettes qui sont dues, c'est un fait, à des cessions de biens, des cessions de parcelles. Tant mieux. Tant mieux. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le 38-10 nous demande de l'argent. Mais ça oui, Voilà. ce sera sur Il 2022. vaut mieux s'en séparer. Voilà. Non, j'ai compris. Le 38, ce sera sur 2022. Voilà. Et donc, idem, quand Simco dit notamment que la capacité de remboursement s'améliore parce qu'il n'y a pas eu de nouvel emprunt souscrit, encore une fois, c'est lacunaire comme façon de présenter les choses, parce que certes, il n'y a pas eu de nouvel emprunt souscrit, mais c'est surtout parce que l'encours de dette diminue. Donc c'est pour ça que le ratio s'améliore aussi. Ben oui, bien sûr. Et ça, ils le disent pas. Bien sûr. Non, mais ça. Oui, mais il faut dire l'ensemble des choses. C'est une évidence. Ah, mais il faut l'écrire. Les évidences doivent être écrites. Vous savez bien. Vous avez bien dit la définition. C'est le prestataire qui présentait. Exactement. Simco, c'était lui qui présentait Oui, je l'année sais. précédente aussi. Mais je sais, mais ça veut pas dire qu'en fait. exactement les mêmes choses. Ça veut pas dire qu'ils sont toujours impec, hein. Enfin, On a tout compris. Mais, je sais pas. Ouais, non, mais je sais pas. D'accord. Oui. donc, nous avons. Non, tu as passé là, quelque chose d'important, la capacité. Voilà. Évolution de la capacité de désendettement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est descendu pratiquement à 50, 4 années 80. Hein. Donc, toujours pareil, il y a un seuil d'alerte de 12 ans. Donc, il ne faut pas s'endetter au-delà des 12 ans. Donc, là, comme on a vu, on a environ 3 millions d'euros d'encours de crédit et on a 600 000 d'épargne brute. Donc, si on fait le ratio 3 millions divisé par 600 000, ça fait 5 ans. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant. Hein, puisque là, je redirais toujours pareil, c'est logique, puisque on n'emprunte pas. Hein. Alors, la capacité de désendettement de la collectivité diminue sur l'exercice 2021. Donc, deux raisons. La collectivité n'a pas recouru à l'emprunt, ce que je disais. Le niveau d'épargne brute de la collectivité a fortement augmenté sur l'exercice 2021 de 194 000. Donc, c'est pour ça qu'on est descendu à 5 ans en désendettement. Donc, bilan 2021, donc on reprend les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, ensuite, on a l'épargne brute qui est à 606 000, moins les remboursements des emprunts.
Donc c'est le capital remboursé sur l'emprunt, 139 000, l'épargne nette, 467 000, l'encours de la dette, 2 910 000. Bon, qui baisse. Voilà. Donc on va peut-être passer sur les réalisations qu'on a fait en 2022, de quelques réalisations quand même, importantes. Proche. On lance à chaque fois qu'on commence. Quelques exemples de réalisation. Donc, on a installation de VMC dans les logements, 20 000, remplacement des menuiseries de mosaïque, 15 000, pose de personnages, sécurité enfants, 22 000, travaux d'aménagement bergerie, 19 000, toiture maternelle ferry, 16 000, remplacement chaudière, 65 000, dispositif de contrôle d'accès de gymnase, 16 000, restauration de l'église, 394 000, couverture de la crèche Camailleux, 123 000, remplacement chaudière Ribambelle, 75 000. Réfection toiture ferry, 16 000. Pose VMC Victor Hugo, 21 000. Sécurisation des écoles Victor Hugo, 11 000. Remplacement du portail Victor Hugo, 20 000. Clôture de tennis, 9 000. Création de bornes d'épuisage, 6 000. Mise en sécurité du mur de clôture au Jules Ferry, 29 000. Réfection assainissement, hôtel de ville. 64 000. Donc ça c'est important. Alors les orientations pour 2022, c'est ce qui est intéressant. La section de fonctionnement du budget primitif 2022 est élaborée conformément au projet de loi de finances pour 2022 qui annonce une stabilisation des concours financiers d'État à destination du bloc communal. Donc amélioration de la qualité de service apporté à la population, maintenir le programme d'entretien et d'investissement de notre patrimoine immobilier, garantir la dynamique associative par une constante des subventions allouées. Alors, nous arrivons là, le point très important, c'est concrétiser les études sur les projets structurants tels que le complexe Zémotel et la maison pluridisciplinaire de santé. Donc, M. Cornet, sur le complexe Zémotel, va nous dire quelques mots. Bon. Ouais. Bon, ça va être très succinct. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on va effectivement travailler sur la restructuration la restructuration du gymnase. On va commencer par travailler sur la première étape qui sera les cours de tennis. Donc avec mon ami Joël, on a déjà été visiter des réalisations dans la région afin de voir un petit peu comment on pourrait nous le mettre en place sur Équevilly. On va aussi travailler sur la remise en état du terrain d'honneur, du terrain de foot. Et évidemment, le gymnase en lui-même, tout ce qui est fuite d'eau qu'on a à l'intérieur du gymnase, enfin toutes les détériorations qu'il y a, ça va être la principale occupation pour cette année, enfin pour 2022, pour pouvoir ensuite mettre tout ça en place, j'espère, l'année prochaine. Voilà. Alors il y aura aussi d'autres choses, certainement, qui vont venir. Pour l'instant, on est à l'étude, donc on n'a pas encore tout acté, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des opérations qui seront réalisées de toute façon dès qu'on pourra le faire. Donc c'est pour ça qu'on va certainement parler après d'emprunt pour les saisons prochaines, enfin pour les années prochaines, pardon. Voilà. Donc un autre projet très important, c'est la maison de santé, pluridisciplinaire, Monsieur Claditien, maison de santé pluridisciplinaire. Donc, Monsieur le maire va dire quelques mots sur cette maison.
Pas plus tard que vendredi dernier, nous étions en réunion avec le département, avec les professionnels de santé, donc Coralie est partie, et puis le Dr Claude également, sur le projet qui avance bien. Qui veut dire bien, c'est qu'on a l'aval à 100% du département. Comme je vous l'ai dit, et pourtant j'ai entendu quelques échos ces derniers temps, comme quoi ça ne se ferait jamais et que ça coûterait de l'argent à la commune, je maintiens ce que je dis, c'est le département qui nous financera la maison de santé. Et moi j'ai l'assurance, le département s'est déplacé vendredi soir avec 2 personnes pour nous montrer le projet à venir. Après, il faut le finaliser, évidemment. Qui dit finalisation, c'est-à-dire que le projet sera à 100% des départements, c'est-à-dire qu'on laissera le terrain, le maître d'œuvre d'ouvrage sera le département, sous l'aval des professionnels de santé. Après, aux professionnels de santé de finaliser le projet. Pourquoi le projet, comme je dis depuis nombreuses semaines et même en période préélectorale, j'avais dit que ce projet était quand même un truc plus que positif pour notre commune. Pourquoi positif? Parce que nous ne le finançons pas. 1. 2. Les loyers sont fixés par la commune, ne sont pas encaissés par le département. Ces loyers vont servir sur une caisse pour financer l'avenir. Je dis l'avenir, c'est-à-dire c'est quand il y aura des détériorations au bout d'un certain temps de cette maison de santé, nous aurons l'argent sur un compte pour faire les travaux. C'est-à-dire, pour le département, c'est une opération blanche. Le projet, on peut parler de prix, hein, c'est un projet sur une maison médicale qui aura peut-être 600-800 mètres carrés. Sur un terrain, tout sera au niveau du département, mais géré par la commune. Nous avons les professionnels de santé, à eux de valider le projet, sachant qu'on a acté à peu près, parce que sur un prix au mètre carré de loyer très raisonnable, et je pense que les professionnels de santé y font très attention, et c'est bien normal aujourd'hui. Donc sachez que le projet, il est dans les clous, on est en train de travailler jusqu'à peu près le mois de juin, on espère que peut-être après les vacances, on pourra y voir un petit peu plus clair et commencer les travaux. C'est des travaux qui vont durer 18 mois. Hein. Il faut le savoir, la maison de santé, vous n'allez pas consulter du jour au lendemain. Voilà. S'il y a des questions, je suis apte à répondre. Voilà le projet de la maison de santé. On n'a pas indiqué aussi quelque chose plus que les projets 2022 qui nous tenaient à cœur. On en avait parlé lors de notre élection. C'est que le rond-point de la RD 113. Nous allons refaire un rond-point digne de son nom pour avoir quelque chose de propre. Donc c'est quand même un coût aussi parce que M. Evano, je crois que le devis est de 70 000 €, si je ne m'abuse. Oui, mais on va quand même avoir de l'aide du département qui va être évaluée aux alentours de 40 000 €. Donc voilà, tout a été présenté au département, on attend leur accord qui ne devrait pas tarder. Donc on démarrera les travaux, j'espère, d'ici 2-3 mois. Ah oui, il y aura un arrosage automatique, etc. Des questions? Ouais, je sais pas, je rebondis juste sur la maison médicale. Après, moi, très honnêtement, si elle se fait, tant mieux. Très honnêtement, ce sera effectivement une bonne chose, etc. Effectivement, je ne cache pas que je suis sceptique sur le montage, je le suis depuis un moment, etc. Parce que je trouve la promesse trop belle pour être vraie. Vous pouvez le noter tel quel. Si ça se réalise, je m'inclinerai. Je ne peux pas être plus honnête. Si j'ai bien compris, donc c'est le département donc, qui récupérera donc, le terrain, qui en sera donc propriétaire. Et si j'ai bien compris, la commune fixera les loyers donc, qui seront acquittés par les professionnels de santé, hein, c'est ça. Et ces loyers donc serviront ensuite à alimenter nos produits pour les investissements futurs, etc. C'est ça? Donc ça veut dire qu'en gros, le département sera toujours propriétaire et que toutes les charges d'entretien sur l'avenir, etc. seront bien assumées par ces loyers
et donc compris par la commune si les loyers venaient à ne pas être perçus ou je sais pas, hein. Admettons qu'il y ait un taux d'occupation qui soit plus faible qu'attendu pour X ou Y raison. Hein. Si les loyers ne suffisaient pas, par exemple, à couvrir les investissements futurs, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est des questions comme ça. Est-ce que tout ça, ça a été cadré ou pas? Enfin, est-ce qu'il est possible d'avoir des précisions? Je pense que vous n'avez pas très bien saisi quand même. Les loyers, c'est pour les années à venir. C'est-à-dire, on va avoir un bâtiment neuf, les loyers vont être placés sur un compte qui vont pas servir pendant des années. J'ai compris. Hein. Le but, c'est que les professionnels de santé soient là. Je pense que Coralie pourrait presque répondre. Puisqu'elle est active. C'est sûr. Hein. Je veux quand même vous certifier, le département ne donne pas de l'argent comme ça. Hein. C'est pour ça que je questionne, ouais. Je pense que, bon, le département sait où il met ses pieds. C'est-à-dire que notre projet, c'est un projet avec un pôle de consultation handicap, et nous sommes encore en quartier plein par rapport à la résidence du parc. Ce sont les deux choses qui nous permettent d'acter cette maison médicale. Ne croyez pas que le département se lance comme ça, distribuer des millions. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Bah voilà, si vous êtes d'accord avec moi, je peux rien. Non, c'est pour ça que je questionne sur le. J'ai bien compris hein, que les loyers étaient isolés, hein, que c'était pour les investissements futurs. Hein, en fait, vous vous inquiétez pour les entretiens futurs qu'il va y avoir si. Ouais, je sais pas si tu arrives à reformuler ce que j'ai bien compris, non, mais j'ai bien compris, mais le truc, c'est que là, on apporte des solutions à la ville positive. Et après, vous cherchez à essayer de démonter les choses en essayant de prouver que peut-être que les loyers ne suffiront pas à entretenir. J'ai bien compris où vous voulez en venir. C'est qu'admettons que les loyers ne suffisent pas, qui va s'occuper de l'entretien, etc., comment on va faire. Mais bon, on n'en est pas là, il est encore sorti. Alors en fait, c'est peut-être encore une fois de la déformation peut-être professionnelle. Je tiens à ce que ça se fasse. Pourquoi ça vous fait rire? Monsieur Piette, au département, ils font très attention à ce sujet-là. Et je peux vous dire, hein, je siège au département assez souvent. S'ils nous garantissent ça, j'ai discuté longtemps avec eux. S'ils nous promettent cette maison de santé, c'est pas un hasard, c'est tout. Oui, non mais Après, je comprends pas votre esprit un peu négatif là-dessus. C'est une chose positive. Il n'y a pas de politique là-dedans. On est en train de faire une maison de santé pour tous les équilibres. Je pense que c'est quelque chose de formidable. On discute, calmez-vous un peu. Mais non, mais je ne suis pas négatif. Mais si c'est négatif, excusez-moi, monsieur Pierre, vous êtes négatif. On est en train de vous présenter un bon projet. Ça fait longtemps que vous nous critiquez notre projet depuis, je vais dire, des mois, presque années. On essaye de faire le maximum, vraiment le maximum. Quel est mon intérêt? Moi, je professe plus. Vous avez entendu ce que j'ai dit avant? On est en train de se battre pour ce projet tous les deux. Mais Coralie aussi. Je ne dis pas le contraire. Vous avez entendu ce que j'ai dit avant? Vous êtes sourd à ce que je dis, c'est incroyable. Vous avez entendu ce que j'ai dit avant? J'ai dit si ça se fait, je m'inclinerai parce que c'est un beau projet. On en a non, c'est pas ça que je m'entends, monsieur Pierre. Je voudrais que vous nous souteniez. C'est pas dire, monsieur, je m'inclinerai si ça se fait, mais si ça se fait pas, je serai presque content. Voilà ce que j'ai entendu. On est ici dans un conseil municipal, le but c'est de discuter des deux aspects. Mais je viens de vous répondre, monsieur Piette, je viens de vous dire, d'après ce que j'ai entendu, si le projet ne se fait pas, vous seriez presque content. Moi j'ai presque compris ça. Et excusez-moi si je ne peux pas entendre ça. Il y a des gens qui ont besoin de soins médicaux dans notre commune. C'est un autre sujet, ça. On est d'accord. Non, c'est pas un autre sujet, bien sûr que non, c'est pas un autre sujet. N'affectez pas le débat. Je suis d'accord que c'est un bon projet quand on en a besoin. Bon, c'est bon. On a le droit de questionner. Mais c'est toujours pareil, dès que ça vous plaît pas, vous dites que c'est bon. Et l'ancienne mère est pareil, hein? Non, mais on n'est pas, il n'y a pas d'ancienne mère ici. Non, mais je crois qu'on faisait partie de tous les deux. Incroyable, quoi. Même pas. Même pas, non. On essaie de discuter de manière transparente, je donne mon avis, etc. C'est incroyable. C'est comme l'idée, c'est de discuter, d'échanger. Non? Et je le suis positif, ceux qui me connaissent le cas, il n'y a pas de souci. Pas sur un projet comme ça, vous n'êtes pas positif sur un Mais je vois que ça vous pique au vif, je le vois. Monsieur. Bien sûr, monsieur Piette. Il faut garder la tête froide. J'ai exercé une profession médicale pendant 42 ans et je me bats encore pour ça. Et alors? Et alors quoi? Tant mieux que vous le fassiez, c'est très bien. Encore heureux, je me défends. Je suis à fond au département du projet. Bien sûr, monsieur Piette. Au département, je vais être lié à 100% pour qu'on ait ce projet. Bien sûr, monsieur Piette. Je joue mon rôle. J'ai pas dit le contraire. Hein. Donc merci pour vos réponses. Voilà. Le conseil municipal prend acte du débat d'orientation budgétaire relative à l'exercice 2021 sur la base du rapport annexé.
On n'entend plus rien. Merci. Sur le RAB, il n'y a pas de vote. Le conseil municipal prend acte, tout simplement. Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement pour les accueils de loisirs sans hébergement. Dans le cadre de la politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, la CAF soutient le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement extrascolaire, périscolaire et contribue à la mise en œuvre des plans mercredi. Elle permet à la commune de bénéficier d'aides financières contribuant à atténuer les charges de fonctionnement des structures d'accueil dont elle est gestionnaire. Ces structures doivent être déclarées auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, puis répondent aux obligations réglementaires relatives à la protection des mineurs définies dans le Code de l'action sociale et des familles. L'aide financière est apportée sous forme de prestations, de services, accueil de loisirs sans hébergement, pour l'extrascolaire, le périscolaire et la bonification plan mercredi. Elle concerne dans les implantations suivantes l'accueil de loisirs Le Ferry, l'accueil périscolaire Victor Hugo et l'accueil périscolaire La Ribambelle. La prestation de service est calculée en fonction du temps de fréquentation des enfants et concerne les temps d'accueil suivants: accueil le matin avant l'école, accueil le soir après l'école, l'accueil les mercredis avant une majoration pour le plan mercredi, les petites et grandes vacances. Il est proposé d'approuver la dernière convention d'objectifs et financement est arrivée à échéance le 31/12/2021, de renouveler pour une durée de 4 ans, donc 2022 à 2025, cette convention. Celle-ci définit en cadre les modalités d'intervention et de versement du soutien financier apporté par la CAF. Une question? Qui est contre? Abstention? Approuvé. Convention d'objectifs et financement du Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants, FME. Le développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est une priorité forte de la branche famille des caisses d'allocation familiale. Cet objectif suppose, parallèlement aux créations de structures nouvelles, de pérenniser l'offre d'accueil existante et d'éviter autant que possible les fermetures d'établissements sur les territoires où les besoins restent avérés. Le Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants a pour finalité de répondre à cet enjeu de pérennisation des équipements déjà en fonctionnement en finançant des opérations de rénovation, d'amélioration de l'attractivité de leurs services et d'optimiser leur gestion. Au regard de la vétusté de la toiture du multi-accueil Camailleux, géré par l'association Camailleux, dont les locaux sont la propriété de la ville, la municipalité a décidé d'engager en 2021 des travaux de rénovation pour éviter une fermeture des espaces d'accueil en raison des fuites d'eau récurrentes. Le coût de la réalisation des travaux est de 122 112 €. Afin de financer cette opération, la ville a répondu à l'appel à projet de la CAF des Yvelines afin d'obtenir un financement par le biais du Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants. La Commission d'action sociale de la CAF des Yvelines a décidé d'accorder en date du 12 mai 2021 une subvention d'investissement pour la rénovation de la toiture du multi-accueil d'un montant de 71 600 €, soit 2 238 € par place, puisqu'il y a 40 berceaux. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement qui encadre et définit les modalités d'intervention et de versement du FME, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent. Des questions? Qui est contre? Abstention? Approuvé.
Extension du périmètre régional d'intervention foncière, la PRIF, de la butte de Marcinval. Vu la délibération du 6 décembre 2021, numéro 2021-1246, lors du précédent conseil municipal en date du 6 décembre 2021, il était proposé d'étendre le périmètre régional d'intervention foncière à Équevilly, pour une surface d'environ 352,86 hectares, inscrite en zone PLUI. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette extension. L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France par courriel demande de modifier la délibération car la surface est d'environ 571 hectares et d'inscrire l'appellation du PRIF concerné, la butte de Marcinval, à la délibération. Il est proposé au conseil municipal d'étendre le périmètre régional d'intervention foncière de la butte de Marcinval pour une surface d'environ 571 hectares située sur Équevilly, inscrite en zone agricole, à ou naturelle N au plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, de demander au conseil départemental des Yvelines d'instaurer une zone de préemption au titre du dispositif des espaces naturels sensibles sur les zones naturelles au plan local d'urbanisme intercommunal, suivant les délimitations prévues au plan annexé à la délibération. De demander au conseil départemental des Yvelines de déléguer au sein du PRIF son droit de préemption et celui de la commune au titre des espaces naturels sensibles à l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France. De dire que le plan de délimitation annexe représente le contour de ce périmètre sur le territoire communal. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents y afférents. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté. Des questions diverses concernant ce conseil municipal. Oui. Des questions de notre part directement et des questions qu'on relaie des habitants. Je vais commencer par ces dernières. Comme ça, donc alors sur la question des... bon, ça vous fera peut-être encore sourire, on va reparler des déchets. Mais là c'est plus sur la question des déchets... Ça fait pas sourire les déchets. Ça avait provoqué derrière la dernière fois, c'est pour ça que je dis ça. Donc sur la question des déchets verts, en fait, quelqu'un proposait, parce qu'effectivement, en l'état actuel, l'idée ce serait que chacun mette ses déchets à la déchetterie. Tout le monde ne peut pas le faire, donc plusieurs personnes d'ailleurs proposaient de faire remonter ça à GPSO, par votre biais, monsieur le maire, d'organiser une collecte une fois par mois sur une période, voilà, entre avril et octobre par exemple. Alors je ne sais plus si c'est, oui, je suis très honnête, je ne sais plus si c'est nous qui l'avions proposé ou vous, je ne sais plus. Je trouve l'idée intéressante, donc je ne sais plus qui elle émanait. Peut-être que ça a creusé l'idée de mettre des broyeurs de végétaux, pas en libre service. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, mais par contre de manière encadrée, peut-être que ça peut permettre de soulager cette production de déchets verts. Donc ça c'est la première question. Voilà. Où est-ce qu'on peut s'y pencher d'une manière ou d'une autre? C'est intéressant. Après, il faut creuser comment mettre ça en place. Parce que je pense qu'on est pas mal d'entre nous concernés par ça. Et voilà, c'est bien, monsieur Fett. Vous êtes d'accord avec vous? Mais il y a plein de choses. La solution, je ne pense pas qu'on va la trouver comme ça. Mais je pense que ça vaut le coup d'en discuter, c'est sûr. Ce qui est prévu là, indirectement, c'est, bon, maintenant que la fiscalité est signée, c'est de probablement mettre sur un espace une benne le samedi matin pour déposer les déchets verts des personnes qui ne peuvent pas se déplacer aux déchetteries. C'est la demande qu'on fait à GPS. Mais, il y a un mais, il faudrait quand même des volontaires pour garder le samedi matin cette benne.
qu'on n'y mette pas n'importe quoi dedans. C'est important de ne pas mettre n'importe quoi dedans. Voilà. Autre chose dans ce sujet-là, puisque l'idée était aussi, c'est de demander une réunion publique avec GPSO. Pourquoi ne pas faire une réunion publique dans la première quinzaine du mois de janvier? Pour moi, ça n'a pas de sens. On se laisse un trimestre pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. 1. 2. Cette réunion publique sera avec des membres de GPSO. Donc on fait la demande. Madame Saint-Martin est dans les clous pour faire la demande, elle est derrière vous, Monsieur Piette. Et on va organiser cette réunion comme une réunion publique où les questions seront posées à des gens plus imminents que moi, c'est-à-dire, non, monsieur, pour parler de ces problèmes-là, parce que GPSO, c'est leur domaine. Il y a des professionnels qui doivent répondre à la population. Effectivement, le problème des déchets verts, c'est un problème. Le problème, j'ai entendu au niveau des gens qui ne peuvent pas se déplacer, évidemment que c'est un problème. Mais on y réfléchit calmement, posément, on se laisse un trimestre avec les modifications. Alors juste pour répondre là-dessus, on vous a fait effectivement une demande là-dessus de réunion publique, d'ailleurs tout à fait apaisée, donc pas l'entretien, un petit souci. En fait, c'est pas en janvier qu'il aurait fallu faire cette réunion, c'est bien avant. Et encore une fois, c'est pas que sur le sujet quotidien des déchets, je réinsiste là-dessus, et je crois que ça a mal été entendu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire comprendre aux gens ce que vous avez dit en conseil municipal la dernière fois, qui par l'air très intéressant parce que c'est l'avenir, etc. L'augmentation du coût de la tonne de déchets, etc. Et ça, les habitants doivent y être associés à ce genre de choses pour qu'ils comprennent. On sait très bien quand on comprend mieux les choses, on va dire qu'on accepte mieux une augmentation d'impôts, de la taxe d'enlèvement de ordures ménagères, etc. Donc non, c'est pas en janvier qu'il fallait la faire cette réunion. Clairement, je suis d'accord avec vous. C'est bien avant. Donc c'est pour ça, mieux vaut tard que jamais. Je peux vous dire que la modification du ramassage des ordures ménagères a été actée dans le dernier trimestre de 2021. Monsieur Evano est là pour le certifier. On a essayé d'obtenir le plus qu'on pouvait. C'est vraiment pas l'idéal, ça je vous le concède, mais ça aurait pu être encore pire. Voilà. Il faut le savoir, mais il faut le savoir, Monsieur Piette, il faut le savoir. Ah, mais ça me fait froid dans le dos de l'imaginer. Pardon? Ça me fait froid dans le dos de l'imaginer. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça aurait été effectivement sinon? Je suis complètement d'accord avec vous, mais on essaye de, je vais vous dire, indirectement, de limiter les dégâts. Et pour ça, le problème de la benne, qui n'est pas véritablement un bon sujet, pas une bonne solution, mais on essaye de trouver la moins mauvaise. Pour l'instant, on essaye de trouver la moins mauvaise. Mais ce que je réclamerais aussi, c'est qu'il y a des gens qui se sont plaints et qui viennent nous aider à gérer aussi cette benne avec du bénévolat. Ça me semble indispensable. Puisque, voilà. Je suis bien d'accord. Et pour vous rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, un peu plus d'un an, moi je me suis battu, comme certains maires aussi, mais fortement à des conseils de maires à GPSO, pour obtenir toutes les déchetteries. Et je peux vous dire que ça a été des discussions plus houleuses lors de conseils des maires de GPSO. Ça a été une grosse bagarre. J'ose même pas vous dire ce que j'ai dit comme terme, parce que c'était un peu chaud. Non, mais c'est compliqué, Michel, je vous l'accorde, c'est compliqué. En fait, pour être très clair, tous ces efforts-là, je veux dire, on les note, je les relève, il n'y a aucun souci. Et on sait très bien que la plupart du temps, on est plus là à dire, on essaye, on fait le maximum, qu'on y arrive. Voilà, ça c'est clair et net. Mais dans l'absolu, je veux dire, c'est pas tenable, quoi, ce genre de choses. De devoir aller à Triel pour amener ses déchets, ou même, je veux dire, je me suis allé non, mais d'aller, ouais, je l'ai fait à Orgeval. Tu es déjà allé à Orgeval? Je me suis fait refouler pareil d'aubergerie, enfin, je veux dire, c'est pas fluide tout ça. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est quand même compliqué, quoi. Qui passe au chef, etc. Très aléatoire, c'est très compliqué, c'est pas forcément très fluide. La communication, je pense qu'elle de leur côté, elle est à faire. Ça circule pas. Ça a du mal à se mettre Il y a une très mauvaise communication au niveau de GPSO, ça c'est indéniable. C'est indéniable. Ça remonté, c'est remonté. C'est pas compliqué quand tu as un nombre déchetteries qui dit c'est pas la faute de monsieur le maire. Est-ce qu'on peut. Vous avez une autre question, monsieur? Oui, je vais le faire beaucoup très rapidement. Merci pour ceci. Non, mais on n'a pas donné la parole. C'est monsieur Piette. Je vais lister les questions à ce moment-là, puis comme ça, vous pouvez répondre dans l'ordre, ça ira plus vite. Donc effectivement, vous avez, j'ai bien noté, vous parlez du vote jeudi dernier GPSO sur la TFPB de 6%.
qui va créer une augmentation d'impôts quand même assez forte, hein. Pas 6%, c'est 25-30%. Déjà, j'aimerais savoir, en fait, toutes les personnes autour de la table, enfin, comment est-ce que vous accueillez cette mesure fiscale? Je ne parle pas du vote de M. le maire, je parle de cette mesure fiscale. Alors, personnellement, les gens étaient au courant, vous le savez, hein, ça a perdu dans un GPSO, tout le monde pouvait se l'approprier. Moi, j'ai des gens ici autour de cette table qui m'ont appelé. Hein. J'ai expliqué. Parce que moi-même, je vais vous dire, j'ai mis du temps à tout comprendre. Parce que c'est pas une augmentation de taxe, hein, monsieur Pierre. C'est pas une augmentation de taxe, c'est la création d'une taxe intercommunale. Intercommunale. Exactement, ouais. Alors, cette taxe intercommunale, Bien compris, j'en comprends bien tous les enjeux, ne me prenez pas pour un débile. Hein. Ça recommence. Ça recommence. La question suivante. Je vous prends pour un débile. Bon, excusez-moi, mais à un moment donné, je ne peux pas accepter n'importe quoi. Et vous acceptez pas n'importe quoi, je vous dis. Est-ce que je vous ai traité de débile? Non. Alors, j'étais en train de dire que c'est bien la création d'une taxe intercommunale de 6%, voilà, qui va créer une très forte augmentation de la taxe foncière. Donc, je me demandais effectivement comment tout le monde accueillait ça. Et vous l'avez bien dit, il y a plusieurs possibilités sur la table. Certains parlent de 10%, pourquoi pas, j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné. D'autres zéros seraient effectivement menés à la catastrophe. Je pense qu'il y a certainement un taux médian, à mon avis. Parce que dans les 6%, ça prend en compte à la fois le fait que le déficit soit résorbé et les investissements futurs. Or, le programme pluriannuel d'investissement n'a pas été défini, sauf erreur de ma part. Donc, c'est-à-dire que 6%, ça crée quand même beaucoup de choses sur un programme d'investissement non actif. Première chose. Et deuxièmement, sur la question d'un 2% qui aurait été beaucoup plus raisonnable, voilà. Alors, je sais qu'on va dire que 6% c'est courageux, que c'est responsable, etc. Mais il n'empêche que ça va créer beaucoup de choses pour la suite. C'est quand même un gros chèque en blanc. Vous l'avez lu ça? Oui, tout à fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre et c'est quoi? C'est une taxe qui a rebasculé quelque part aussi. Je ne sais pas si vous avez regardé votre taxe d'habitation, comment ça se passait dans votre taxe d'habitation? Oui, alors sur l'intercommunalité. Alors, moi, je vais vous donner un exemple dans le calcul. Tout le monde ici, on paye des impôts, ça ne nous fait jamais plaisir une augmentation. Moi, je vous donne simplement un exemple. On avait une taxe d'habitation, je vous donne un exemple de 1 000 euros, on paye 1 000 euros de taxe d'habitation, on paye une taxe foncière de 2 000 euros. Aujourd'hui, certaines personnes, je ne sais pas, je souhaite que beaucoup de personnes ne payent plus de taxe d'habitation, j'en sais rien. Moi, j'en paye encore une. J'ai été exonéré de 30%. Sur les 1 000 euros, mettons, j'en ai payé 700. D'accord? L'année prochaine, on va m'exonérer que 65 euros. Là, j'en payais 350 et après, je suis exonéré complètement. Demain, vous payez une taxe foncière de 2 000 euros. D'accord? Vous avez une taxe supplémentaire de 6 points. 6 points, allez, je vais être large, ça va vous faire 280 euros. Et à votre total, vous allez payer 2280. Autrefois, au temps fort, vous allez payer 3000. Donc à l'arrivée, vous allez payer moins d'impôts quand même, au point de vue habitation qui n'existe plus, qui est foncier. Voilà. Certes, c'est pas un bon argument, je vous l'accorde, mais à l'arrivée, vous payez quand même moins. Et ça nous permet d'avoir une CU qui peut continuer. Voilà. Alors pour moi, en fait, le problème, il n'est pas à prendre par ce bout. Parce qu'en fait, oui, là, on va dire que les gens râlent parce qu'effectivement, ils vont payer plus, mais que par rapport à quand? Par rapport à avant, quand la taxe d'habitation était dégrevée, voire supprimée. Ok. Effectivement, ils vont toujours payer un petit peu moins qu'avant. Très bien. Le problème est que la CU a besoin de ça. Je pense relativement en urgence là. C'est ce caractère subi qui pose quand même question. 6% en termes de taxes, c'est quand même pas neutre. Et finalement, pourquoi? Je trouve que ça manque énormément de concertation sur ce qui amène. Je vais expliquer pourquoi. Hein, mais c'est pas après qu'il faut expliquer. Non, mais je vous l'ai expliqué en début de. Je vous l'ai expliqué. Ouais, pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez? Être sous la tutelle de l'État? Non, le débat en fait, il n'est pas polarisé comme ça. En fait, c'est votre point de vue à vous. Oui, moi, je vous polarise comme ça puisque je fais partie de la CU. En fait, maintenant, en fait, vous n'avez plus d'autre choix que de dire c'était soit ça, soit la mise sous tutelle. Non. La délit, en fait, pouvait être changée. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais non. Et 6%, on le sait très bien, c'est largement plus que ce qu'il faut pour que non, c'est pour équilibrer.
C'est marqué noir sur blanc, vous avez quand même. C'était dit dès le début. C'est pour équilibrer les comptes. Si on n'équilibre pas les comptes, on se trouve sous la tutelle de l'État qui peut fixer n'importe quel taux ensuite. C'est-à-dire qu'on ne sera pas à 6 points, on peut être 10 points. Vous savez, les textes en mode, c'est ce que je vous ai expliqué au début. On vient d'être amendé pour nos logements sociaux. C'est, on vous donne les chiffres, payés. C'est tout ce qu'il y a de marqué. On n'est pas en train de pleurer une larme. L'État ne pleure pas. Il vous demande, c'est tout. Voilà. Ils nous ont demandé, M. Piette, en 2009, M. Evano est là, vous pouvez le certifier. On nous a demandé dans la commune de faire moins de logements sociaux, de faire mixité, on est d'accord. Une fois que la mixité est faite, qu'on a moins de logements sociaux, qu'on a fait une résidence du parc humaine, je dirais humaine, vivable, bien par rapport à ce que c'était auparavant. Et maintenant, on vous dit, ah ben, payez maintenant parce que vous n'avez plus le nombre de logements sociaux. Voilà, moi je vous réponds, c'est ça l'État. Oui, sur ce sujet des logements sociaux, je suis d'accord. Par contre, là-dessus, c'est faux de dire que 6% équilibre le déficit. C'est pas ce que le GPSO a communiqué, ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le document de travail. Cécile Damy te demande, alors quand elle dit que les 6% on a un plan, hein. Il y a un plan qui a été fourni en TPI sur la voirie de tout ce que vous voulez, voirie, tous les investissements, commune par commune, on l'a tous reçu pour les communes. Ne dites pas, ça n'a pas été fait. C'est fait cette année. Donc, ils ont chiffré à partir de ce TPI, tout a été chiffré pour calculer à 6 points. Ah non, non. Ces 6% en fait comprennent le déficit. Non, 6%. Comprennent le déficit. Ah, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. C'est un impôt qui est créé de 6% sur la base. Voilà, ce qui n'est pas pareil. Sachant que la base locative va augmenter de 3,4%. Et monsieur Piette, je vais encore vous dire, prenez tout. Ça, c'est l'État. Attendez. Monsieur Piette, on va parler. Non, laissez-moi parler. Vous parlez de base locative. Oui. Je prends toutes les feuilles d'impôt ici. On n'a pas les mêmes bases locatives. Oui, mais c'est un autre sujet, ça, oui. C'est toujours un autre sujet. Mais non, je veux dire, il ne faut pas confondre les sujets. La taxe, ces 6%-là, elle pas 6 points, c'est pas 6 points d'augmentation, c'est 6%. Quand je vous ai donné l'explication au départ, pour l'instant, si vous pouvez, vous pouvez aller. Bon, vous avez une autre question, monsieur Piette? Oui, mais je reviens là-dessus. Les 6%. Non, moi je suis passé sur une nouvelle question, parce qu'il y a monsieur Bénard qui nous posait des questions. Il y en a d'autres dans l'Assemblée. Il faut quand même laisser la place un peu à tout le monde. Les 6%, c'est le déficit plus investissement, c'est ce que Cécile a dit. Voilà. Autre question. Alors, on l'a appris fin janvier, la question de la DRH de la mairie d'Équevilly. Par échange de mail, donc elle nous a appris à nous, conseillers municipaux, et donc par échange de mail avec vous, que donc elle a été suspendue le 18 janvier dernier. Donc nous, surtout mes deux collègues, Mathias Verdier et Hélène Vachon, ont été assez interpellés par cette décision puisqu'elle a été suspendue de ses fonctions. Ils ont travaillé avec elle pendant un mandat, ça les a étonnés. On vous a envoyé un mail précis, avec des questions précises, qui n'étaient pas de nature, effectivement, à interférer la procédure en cours. On n'a pas eu de réponse. Notre question elle est simple, est-ce que vous pouvez répondre à ce mail, s'il vous plaît? Il semble que je vous ai répondu, hein. Je vous ai simplement répondu. Non, on n'a pas de réponse. Laissez-moi parler, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Comme je vous l'ai déjà indiqué, désireux de vous tenir informé de la situation, sans pour autant nuire à son bon traitement, ni dévoiler des données confidentielles, je ne peux pas vous faire part de données supplémentaires. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une procédure légale en cours. Je ne peux pas en dévoiler plus. Point à la ligne. Je parle du mail qu'on vous a répondu suite à ça. Moi, je m'arrête là, monsieur Piette. Je ne vous dirai rien sur ce sujet-là. Une autre question? Oui, une dernière question. Et ce sera vraiment la dernière. En fait, on a, au hasard d'une balade en rue, on s'est rendu compte que vers le ferry, il y avait une élue un élu, ici, qui a pris, on a vu son nom sur une boîte aux lettres, voilà, sur un logement près du ferry. Donc, première question, en fait, est-ce que c'est le logement d'urgence? Et deuxième question, quand on sait
la raréfaction de l'offre de logement, notamment sur toutes les communes, y compris celle des QI, est-ce que voilà, il y a eu une position de favoritisme, voilà. Non, alors déjà, C'est une question, hein. c'est pas le logement d'urgence. Ok. Ce logement était libre. Il est géré par une agence immobilière. L'agence immobilière passe des annonces pour trouver des locataires. Et l'élu n'est pas passé par nous. Elle a contacté directement l'agence immobilière. D'accord? Donc l'agence immobilière lui a constitué un dossier. Elle paye un loyer qui est supérieur au loyer qui était perçu auparavant. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est toujours embêtant parce que là, vous posez des questions sur l'ancien mandat. Moi, personnellement, je m'occupe des logements. Je me suis aperçu quand même de certaines choses qui avaient été louées à des prix défiant toute concurrence à des gens de la commune. Alors, vous voyez, ce que vous me dites là, ça me fait un peu mal parce que cette personne paye un loyer qui est supérieur au prix du marché. Et certaines personnes payent des loyers qui sont nettement inférieurs au prix du marché. C'est-à-dire que le prix du marché, environ, il est de 12 € le mètre carré, et certains payent 7 € le mètre carré. Donc c'est un point là où je mettrais... voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que je ne veux pas aller trop loin. Et après, il faut distinguer personne de la commune et élu. C'est deux choses différentes. Et là, j'entends bien donc, que c'est pris en régie par une agence immobilière. Tout à fait, c'est l'agence immobilière. Donc cette agence immobilière a constitué un dossier. En plus, cette personne, on a la garantie loyer impayé, ce qui est quand même très important, hein, parce que donc on voit, et elle paye, je pense qu'elle paye un loyer de tête, comme ça le loyer était à 700 €, maintenant il est à 750. Donc on n'est pas intervenu pour... on est un peu intervenu en disant, le souci pour nous c'est d'avoir un logement vide et on n'a pas de locataire. Donc ça c'est pas parce que c'est un élu, je pense qu'il n'a pas le droit de se loger. Je sais pas, je pense pas. Mais tout à fait, mais en fait, je pense que notre... Par contre, on a interdiction de louer un bien en dessous de sa valeur à un employé de la commune. Ça, on vient de recevoir encore quelque chose, donc on peut remettre en cause le bail. De ce que j'en sais, en fait, on passait effectivement dans le mandat précédent par une agence immobilière, c'était le cas aussi, notamment pour un élu, ce qui permet d'éviter le placement. Oui, mais le problème, c'est que pour un cas particulier, c'est la commune qui a dirigé sur l'agence immobilière et qui a... Vous voyez, quand un loyer est à 1 100 € et qu'il se retrouve à 750 €, je me pose des questions. Là, mon propos, c'était surtout de voir si effectivement ça avait été fait de manière régulière, etc. Tout à fait légitime. Donc je pense que, attendez, ce qu'il faut que vous fassiez, toutes les rues des Quevilly, et lire tous les noms sur les boîtes aux lettres, et puis après vous nous posez d'autres questions. Hein. Parce que ça, c'est vraiment, comment on pourrait appeler ça? C'est un peu du... Ouais, je sais pas comment je pourrais appeler ça le... Il faudrait garder son énergie pour autre chose. Ouais. J'en ai plein et je l'ai dépensé à d'autres choses.